trentenaire cette année. Très joyeux anniversaire à Arte. C'est d'ailleurs les 30 ans de BFM Business également. Ben voilà. 8000 programmes sont disponibles sur la plateforme arte.tv, dont 2/3 en exclus. Vous proposez une sélection de programmes en 6 langues différentes, ce qui vous permet de vous adresser à 70% des Européens, plus 32% de part d'audience en 5 ans. Vous êtes investi sur tous les réseaux sociaux et restez fidèle à votre ADN depuis 1992. Tout ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Bruno Patino, qu'est-ce qui cloche? Où est-ce que ça bloque aujourd'hui chez Arte? Non, ça ne bloque pas, mais on a 30 ans et on est encore en croissance. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc on a encore beaucoup de perspectives devant nous, en fait. Vous l'avez bien dit, il y a eu une mue qui s'est faite depuis 30 ans, mais dans la fidélité de ce qui a été construit depuis l'origine. Alors, au départ, c'est une sorte d'ovni, hein, c'est bizarre, une chaîne franco-allemande déjà. Alors, ça se fait à la veille de la réunification allemande, culturelle au sens large du terme, pas seulement les arts et la culture, mais aussi le monde des idées, l'histoire, la géopolitique, les sciences humaines, et puis les récits, évidemment, les fictions, le cinéma. Donc tout ça, on est fidèle. On a essayé, à mesure que le temps passait, à la fois de rendre notre offre plus éclectique, hein, c'est-à-dire d'être tout en cultivant cet ADN que vous avez mentionné, d'être plus foisonnant, d'être encore plus curieux, d'être encore plus attentif au goût des uns et des autres. On essaye aussi à chaque fois d'être encore plus exigeant vis-à-vis de nous-mêmes pour proposer des contenus de qualité à chaque fois supérieurs à ceux qui nous regardent. Et puis surtout, on prend avec appétence la révolution, modification, transformation du paysage médiatique. Et cette idée aujourd'hui d'être passé d'une chaîne à 3 choses, en fait, hein, qui sont la chaîne, la plateforme, les chaînes sociales, d'égale importance pour nous, eh bien c'est quelque chose pour lequel, encore une fois, on a beaucoup d'attrait, beaucoup d'appétence. Ça nous permet de toucher plein de personnes différentes dans des contextes différents. Alors qu'est-ce qui cloche? Non, ça cloche pas. Évidemment, on voudrait sans doute aller un peu plus vite, un peu plus loin. La question des moyens est réelle, mais malgré tout, non, je dois dire que on a de la chance, grâce aux équipes et grâce à ceux qui nous regardent, d'avoir un anniversaire qui est plutôt tourné vers le futur. On va parler de la rentrée juste après. Ouais, juste oublié de mentionner que vous êtes avec moi pour les gens qui sont en radio. Voilà. Comme d'habitude, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News, et Julien Casqui, journaliste à BFM Business. Merci à tous les deux. Et moi, je suis le plus vieux. J'ai profité de l'interruption. Je suis le plus vieux du plateau parce que je disais à Bruno Patino que j'étais à la conférence de presse de lancement d'Arte il y a 30 ans. Voilà. Et en fait, ce qu'on se disait aussi, c'est qu'à l'époque, Arte n'a pas été accueilli à bras ouverts par le reste du PAF et par d'ailleurs, à ce moment-là, une partie de la société. Et c'est devenu une chaîne, au contraire, il n'y a plus de discussion sur l'existence d'Arte. C'est devenu une chaîne même à la mode et recherchée. Incontournable. Absolument. Et comment ça s'est passé? Vous parliez de mue. Oui, enfin, la seule chose qui compte, me semble-t-il, quel est notre métier au fond? C'est de provoquer la rencontre entre des documentaires, des séries, des fictions, de l'information et ceux qui regardent cela. Et donc d'être assez à la fois ambitieux, j'allais dire sur les 2 personnes qui se rencontrent, et d'être assez humble dans la position. Donc je pense que ce qui s'est fait au fil du temps, c'est encore une fois d'essayer en permanence de rendre accessible la complexité et la beauté du monde, et d'être toujours obsédé par une seule chose, la qualité de ce que l'on propose, et surtout sa différence par rapport au reste. J'ai pas dit mieux ou moins bien, c'est pas la question. La question, c'est que pour que l'offre ait de l'importance dans la vie des gens, il faut qu'elle soit singulière, il faut qu'elle soit particulière, qu'elle ait un sens. C'est ce que modestement on essaye de donner, tout en n'étant pas du tout isolé dans notre bulle. Vous mentionniez à juste titre l'accueil qui a pu être fait avant, cette idée que parce que c'était une chaîne culturelle franco-allemande, parce que ça naissait au départ... On disait élitiste. Élitiste, et donc que ce serait... élitiste dans sa bulle, dans son silo. Je pense que ces 30 dernières années, on a cessé de vouloir démontrer aux gens que, d'abord, ça n'est pas la même chose d'être élitiste, ce qu'on rejette, que de dire on veut rendre accessible la qualité au plus grand nombre.
Donc on est exigeant, mais on n'est pas élitiste. Ça, c'est pas la même chose. Et la deuxième chose, rapidement, c'est qu'effectivement, par ailleurs, sur cette idée, encore une fois, qu'on pouvait être dans notre bulle ou autre, non, c'est d'être toujours attentif à la marge du monde, aux nouvelles écritures, à ce qui se crée, à l'innovation, mais à l'innovation éditoriale en termes de forme. Donc avoir toujours cette curiosité-là pour essayer d'être de notre temps et de notre époque, à la fois en regardant ce qui ne va pas dans notre époque, mais en même temps en se saisissant des nouvelles idées, des nouvelles formes et des nouvelles propositions éditoriales. Justement, on va parler d'un exemple concret. Ça a été annoncé cet été. Sonia De Villers débarque sur la chaîne avec un nouveau magazine quotidien de 12 minutes consacré au décryptage des images. Le lancement est-il imminent? C'est ma première question. Et puis ensuite, pourquoi ce choix? Alors, rapidement sur le lancement, ça va être bientôt sur la plateforme le mois prochain. Et en linéaire en 2023. Et en linéaire au début 2023. Non, l'idée, là aussi, c'est la même chose. Depuis longtemps, très longtemps, Arte réfléchit à la géopolitique et à ce qui se passe en termes de géopolitique. Non seulement dans ses thémas, les grands documentaires du mardi, mais dans une émission qui s'est appelée depuis le début le Dessous des cartes. Ouais. Et puis le Dessous des cartes a évolué. Déjà à l'époque de Jean-Christophe Victor, puis après le décès de Jean-Christophe Victor, on a mis des outils numériques sur les cartes, etc. Et puis petit à petit, ça s'est saisi de ce qui se passait. Et depuis le 24 février, donc l'attaque de l'Ukraine par la Russie, on a un module quotidien du Dessous des cartes, le Dessous des cartes, l'essentiel. Et c'est une plateforme qui a une ligne éditoriale qui en plus est contextualisée, c'est-à-dire que quand Bruno Latour décède, il est en une de la plateforme avec les entretiens qu'on a fait avec lui. Quand Kaboul tombe, les 4x52 sur l'Afghanistan, est-ce qu'on a est en une, en même temps. Vous voyez, on essaye d'éditorialiser ça. Donc je pense que, et pour les chaînes sociales, YouTube, sur lesquelles on a plus de 20 millions d'abonnés, c'est la même chose. On programme, on éditorialise. L'autre volet, pardon, je suis trop long, mais très important, c'est qu'on ne confond pas non plus le vecteur éditorial avec les écritures. Depuis le début, bien avant mon arrivée, depuis le premier président d'Arte, puis ça continuer avec Véronique Kella, et ensuite j'essaye de continuer ça, de porter le flambeau. Les nouvelles écritures, les nouveaux modes narratifs nous intéressent. Et les nouveaux modes narratifs, ça traite aussi de nouveaux sujets. Donc, autrefois, ça s'est appelé des webdocs, des webfictions. Là, maintenant, on est sur l'immersif, sur la réalité virtuelle, on est sur des formats plus ou moins courts, animés ou pas, dans les réseaux. Donc, cette espèce de foisonnement des formes, là aussi, c'est très important. C'est très important parce que ça fait venir de nouveaux créateurs. Ça fait venir aussi les nouveaux regards. Les plus jeunes ont des yeux différents des nôtres, même s'ils peuvent regarder les mêmes choses. Donc c'est ces deux choses-là, pardon, je suis trop long, qu'il faut mener à bien. Je profite de la question sur le numérique. Le 16 septembre, vous avez organisé pour la première fois un concert virtuel interactif de l'artiste Howell sur Twitch. Ça vous paraissait essentiel de se positionner là aussi aujourd'hui? Oui, mais on a été sur la réalité augmentée, virtuelle, mixte depuis très longtemps. On a fait déjà un concert dans le métaverse. Là, c'était sur Twitch, un concert sur Twitch. On voit bien, si vous voulez, que ces endroits-là, et c'est ça qui est important, c'est pas un outil de distribution, Twitch. C'est un endroit où les gens se rencontrent et, entre guillemets, vivent des expériences. Et donc, que nous, chaîne culturelle, avec une production musicale extrêmement importante, on puisse aussi proposer des expériences dans cet univers-là, me semble non seulement important, mais faire partie de notre mission. Un mot sur l'actualité et l'évolution des chaînes de télé. Le positionnement médiatique en ce moment, c'est quel acteur fort pour la distribution en France aujourd'hui, entre l'abandon de la fusion TF1-M6, Bertelsmann qui conserve M6. Nous avons des acteurs forts aujourd'hui en production de fiction, de flux, mais pas en distribution. Bruno Patino, quel est votre regard sur ces évolutions et est-ce que c'est un match qui se joue mondialement? D'abord, c'est un match qui doit être joué. Je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire de temps en temps, on entend des discussions en disant l'important c'est la production, le reste, il y a pléthore de plateformes, tout va bien, etc. Le match, j'allais dire, du dernier mètre ou du dernier centimètre avec celui ou celle qui regarde, d'être en interaction avec celui ou celle qui regarde, il est essentiel qu'il soit joué, il est essentiel pour, pardon de parler comme ça, mais pour la souveraineté culturelle d'un pays, pour la souveraineté en termes d'information. Donc la première chose importante à dire, c'est que c'est un match qui doit être joué et qu'on doit avoir des instruments pour ça. Après, ces instruments-là, ma conviction, si vous me posez la question, c'est qu'ils peuvent être de nature différente. Il y a sans doute des instruments de puissance
extrêmement fort. Alors là, on voit bien un modèle très fort qui existe, c'est le modèle mondial. Peut-être qu'il peut exister un modèle de puissance au niveau national, je n'en sais rien. Nous, aujourd'hui, notre modèle, c'est un modèle affinitaire. C'est un modèle affinitaire franco-allemand. Notre obsession, c'est qu'il devienne un modèle affinitaire européen. Après, si un jour de bonne fée se penche sur notre berceau, ça peut passer du modèle affinitaire européen à un modèle un peu plus puissant à un niveau européen. C'était le projet d'origine, d'ailleurs. C'était une chaîne européenne. Mais vous le mentionnez bien, l'origine, vous étiez là à la conférence de presse de lancement, comme vous nous l'avez raconté, le E de Arte. Arte est un acronyme, hein. Plus personne ne sait ce que ça veut dire, association relative à la télévision européenne. Et donc le E de Arte, c'est l'Europe. Et donc depuis le début, nous sommes franco-allemands tournés vers l'Europe. L'actualité, c'est aussi la fin de la redevance télé. C'est votre principal revenu, la contribution à l'audiovisuel public. Qu'est-ce qui va changer pour Arte France, là ? Écoutez, évidemment, il y a un moment, il y a un changement qui peut être tellurique. Ce qui était important pour Arte France, mais comme ça l'est pour les autres sociétés de l'audiovisuel public, j'imagine, c'est de dire quel va être le financement à terme et quel va être le niveau de financement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur le financement à terme, une solution a été trouvée aujourd'hui par la puissance publique avec un prélèvement sur la TVA. Moi, je pense quand même que dans le financement, il y a quelque chose, pardon de parler comme un vieux schnock, mais il y a quelque chose du contrat social. C'est-à-dire, je pense que le fait d'avoir une ressource affectée, comme on l'appelle à un moment donné, qui puisse être identifiée, c'est aussi rappeler aux citoyens que tout ça a un prix, mais à la chaîne publique ou aux chaînes publiques, que du coup, ça engage leurs responsabilités. Et donc, je trouvais que dans le mode de financement aussi, il y a aussi un pacte qui relève du contrat social et que dans ces temps, on va dire, de remise en cause de la confiance, etc., c'est important. La solution a été trouvée pour les 2 années à venir, on verra après. Pour le niveau de financement, on a essayé de sensibiliser l'État au fait que les Allemands, notre partenaire allemand, était sur une dynamique vis-à-vis d'Arte, parce qu'ils sont très ambitieux pour Arte, surtout après la modification du contexte géopolitique européen. Je pense que pour 2023, on est en train d'être entendu. Un mot sur la fiction. Vous avez sorti un bon nombre de séries à succès ces derniers temps, En thérapie, Papillon noir, et là vous sortez une nouvelle série avec Audrey Fleurot, Esprit d'hiver, en blonde. Cherchez-vous à changer la perception qu'a le public d'Arte ? Non. Le changement de perception, c'est la conséquence des choix de programme qu'on fait. Et les choix de programme qu'on fait ne sont pas faits pour changer la perception. Les séries qui nous intéressent, alors j'ai une collègue espagnole qui dit c'est des séries qui disent des choses. Où on peut dire c'est des séries dont l'enjeu est un peu supérieur à l'histoire elle-même. Donc on essaye d'avoir des séries qui, à un moment donné, sur toute la palette, elles peuvent être dramatiques, elles peuvent être plutôt autour de la comédie, mais disent quelque chose de notre rapport au monde. Donc moi, si vous voulez, si je prends une métaphore du bon vin qui vous reste un peu sur le palais une fois que vous l'avez bu, ce qui nous importe sur les séries quand on les regarde, c'est qu'il vous reste quelque chose. Vous dites, tiens, mon imaginaire là a travaillé un peu et j'y repense. Et donc, à chaque fois, on essaye d'avoir des choses. En thérapie, on a mis la France entière en thérapie, mais c'était aussi une façon de dire, c'est un moment où on a besoin de s'écouter, de parler, et c'était pas rien de le dire. Merci beaucoup Bruno Patino d'avoir été avec nous. J'en profite, je le rappelle, vous avez écrit un livre qui est sorti cette année, Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge aux éditions Grasset. Et puis Arte sort un documentaire dans quelques semaines sur Total Energy. Quel timing! Ça nous fait notre transition sur notre prochaine partie, mais avant évidemment le journal de Julien Casqui.